Vous voulez organiser vos quarts de nuit pour des navigations longues, sans fatigue et sans erreur, alors regardez cette vidéo. L'organisation des quarts, c'est un très grand sujet de discussion. Et pour une raison simple, hein, c'est que des quarts mal organisés peuvent transformer des grandes croisières, une transat en cauchemar. Des questions, il y en a beaucoup. Par exemple, pourquoi certains équipages vont craquer au bout de 3-4 nuits de navigation? Pourquoi 74% des incidents arrivent pendant les quarts de nuit? Et puis, qu'est-ce qui fait que certains skippers vont pouvoir faire 20 jours de navigation sans aucun stress, sans aucun problème, alors que d'autres vont rapidement abandonner? Le vrai problème, c'est pas simplement une question de manque de sommeil. Le vrai problème, c'est une question d'organisation qui va ignorer les rythmes biologiques. Dans cette vidéo, on va parler de chronobiologie en mer, validée par la RYA. On va parler également des erreurs fatales à vos quarts. On va également je vais partager avec vous la façon que nous avons sur Ikigai de gérer ces quarts. Et puis, on verra également, on va parler des outils qui vont permettre d'optimiser chacun de vos quarts. Pour vous aider à passer à l'action, je vous ai préparé un document de synthèse de la vidéo en format PDF. Vous pourrez télécharger ce document, le lien est en description de la vidéo. Si vous voulez tirer le meilleur parti de ce document, je vous encourage à regarder le contenu de la vidéo jusqu'au bout. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis plus de 25 ans, j'accompagne des particuliers, j'accompagne des professionnels vers l'atteinte, la réalisation de leurs objectifs. Je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association au Royaume-Uni. Et depuis 2022, avec ma famille, nous avons décidé de laisser derrière nous notre ancienne vie et nous voyageons à bord d'Ikigai au rythme de nos projets personnels, au rythme de nos projets professionnels et de nos projets familiaux. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer vos projets de vie en mer en une réalité préparée, concrète et sereine. Et si je vous parle aujourd'hui de l'organisation des quarts, c'est que cette organisation n'est pas qu'un enjeu de confort. C'est également un enjeu en termes de sécurité. Et puis c'est aussi le gage de la longévité de votre projet en mer. Dans cette vidéo, on va parler de chronobiologie en mer et comment le fait de ne pas respecter ces éléments biologiques, de rythme, ces éléments hormonaux, peut saboter l'ensemble de vos quarts. On va également parler des erreurs, ces erreurs qui peuvent être fatales, qui peuvent mettre en danger l'équipage ou le bateau. Nous allons voir l'organisation que nous avons mis en place sur Ikigai, cette organisation pour la grande croisière familiale. Et puis je vais partager avec vous nos outils qui nous permettent d'optimiser la sécurité et le confort pendant nos quarts. La chronobiologie en mer, pourquoi vos quarts vous sabotent? Alors commençons par le début, parce que le début c'est les quarts, on va changer nos rythmes habituels et puis surtout on va devoir faire des quarts le jour et faire des quarts la nuit, parce que le bateau lui, il s'arrête pas lorsqu'on est en grande croisière. Alors le début, ça va être la chronobiologie. Et alors qu'est-ce que nous dit la RYA? Qu'est-ce que nous dit les différentes études qu'on peut avoir sur ce sujet? Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en navigation longue durée, les quarts, lorsqu'on parle de quarts, ce n'est pas qu'une question de planning. En fait, c'est une question de lutte contre nos rythmes internes. Ça va concerner nos processus circadiens, par le biais de la mélatonine, et également nos processus homéostatiques, par le biais de l'adénosine. Imaginez, les 6 heures du matin, vous prenez la relève de votre compagne ou de votre compagnon au niveau du quart, et puis il a fait le quart on va dire sur une période de 2 heures à 6 heures, si c'est un quart de 4 heures, et elle vous dit, il vous dit en plein milieu,
j'ai vraiment eu un gros coup de barre, ça a été difficile de lutter. C'est normal. C'est normal parce que dans nos rythmes circadiens, entre 2 heures et 6 heures, c'est là où on a un pic de mélatonine, c'est-à-dire cette hormone liée à l'endormissement. Il faut rajouter à ça une saturation au niveau de l'adénosine. L'adénosine, c'est l'hormone qui vous donne sommeil, elle vous donne envie de dormir. Vous voyez, et elle s'accumule au fil des heures de veille. Alors si on a fait 10 heures, 16 heures de veille et qu'on se retrouve à ce moment-là au pic de la mélatonine, ben on a une envie de dormir qui est irrépressible. Et d'ailleurs, les études dont on dispose nous disent que 70% des micro-sommeils vont se faire sur cette plage horaire. Et si je vous disais qu'il y a un rythme familial qui permet d'aligner tout ça, on va le voir au fil de la vidéo. Avant d'aborder cette notion d'organisation de quart, parce que l'organisation de quart n'est en fait que la conséquence. La conséquence, c'est la stratégie qu'on va mettre en place au regard des différents paramètres liés à la vigilance et liés au sommeil. Donc avant d'entrer dans l'organisation des quarts, ce que je vous propose, ça va être d'observer un petit peu les différents protagonistes qui vont entrer dans ce jeu. Alors le premier protagoniste, ça va être le rythme circadien. En fait, en tant qu'humain, nous, on est réglé sur une horloge de 24 heures. Alors, c'est pas 24 heures pile, ça va être 23h30 ou un petit peu plus de 24 heures selon les personnes, mais on est sur une moyenne de 24 heures. C'est géré par ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Bon, ça, c'est une donnée au niveau de notre cerveau. Mais ce que ça nous dit, au-delà du mot, ce que ça nous dit, c'est que globalement, on a des pics de vigilance entre 10 heures du matin et 14 heures. Et on va avoir un pic de vigilance entre 18 et 22. Et surtout, on a un gros creux de vigilance entre 2 heures du matin et 6 heures, qui pour nous est une des périodes les plus compliquées au niveau des quarts de nuit. Alors vous avez peut-être entendu parler de la mélatonine. La mélatonine, c'est cette hormone de l'endormissement. Alors cette hormone, elle est liée au rythme circadien, c'est-à-dire que son pic de production, quoi que vous fassiez, sera toujours entre 2 et 6 heures. L'adénosine, c'est une autre hormone qui, elle, n'est pas liée sur un rythme circadien, c'est-à-dire que vous n'allez pas produire de l'adénosine à telle heure ou à telle heure. Cette adénosine, elle s'accumule dans le temps au fil du nombre d'heures de veille. Et l'adénosine vous donne envie de dormir. Donc, plus vous restez éveillé longtemps, plus elle augmente, plus vous ressentez de la fatigue. C'est vraiment un signal de fatigue. Et si on prend un exemple concret en termes d'heures, imaginons que vous vous leviez à 6 heures du matin, à 22 heures, 16 heures après, vous aurez accumulé 16 heures d'adénosine, donc vous allez ressentir de la fatigue. Mais si vous vous levez à 10 heures, l'accumulation va durer 16 heures et vous ressentirez de la fatigue à 2 heures du matin. La mélatonine, elle n'est pas liée au nombre d'heures passées, elle est liée c'est une horloge interne qui est liée à la lumière du jour. Donc c'est l'obscurité, le fait qu'il fasse sombre, qui donne un signal à l'organisme via la mélatonine, c'est le moment de dormir. C'est un signal de synchronisation, c'est pas un signal de fatigue. Et ça, pour nous, au niveau de la gestion des quarts, c'est très très important. Parce que la différence entre les deux, c'est que l'adénosine, ça va être un signal de pression biologique, alors que la mélatonine, c'est un signal de rythme biologique. Autrement dit, vous pourriez avoir beaucoup d'adénosine et pas beaucoup de mélatonine. Comment ça va se traduire ? Ça va se traduire sur le fait que vous êtes très fatigué et vous n'arrivez pas à vous endormir. Et vice-versa. Donc un bon sommeil, un sommeil récupérateur, c'est ce qui nous intéresse nous par rapport à l'organisation des quarts, c'est un bon alignement de ces deux hormones. Alors un exemple assez commun, qu'on a tous rencontré dans la vie de tous les jours, pas forcément en navigation. Vous êtes fatigué, donc vous avez beaucoup d'adénosine. Par contre, comme vous avez regardé des écrans avec de la lumière bleue, des écrans très lumineux, vous avez envoyé à votre cerveau le signal qu'il faisait jour, c'était la journée, donc pas de mélatonine. Fatigue,
et pas de possibilité de s'endormir. C'est aussi pour ça que la nuit, on va privilégier les lumières rouges. Parce que la lumière rouge, elle va favoriser, en tout cas, elle ne va pas bloquer la sécrétion de mélatonine. Alors à ce niveau-là, je voudrais faire une parenthèse concernant le café, parce qu'on est quand même pas mal à carburer au café. Comment fonctionne le café par rapport à ça? Le café, la caféine, est un bloqueur des récepteurs de l'adénosine. Alors, traduit, ça veut dire qu'en fait, vous êtes fatigué, vous avez de l'adénosine, mais l'adénosine, leurs récepteurs sont bloqués. Donc de fait, vous ne ressentez plus la fatigue. Par contre, comme la caféine a une durée de vie limitée dans le corps, au moment où il n'y a plus de caféine, là vous avez un crash brutal et une énorme envie de dormir. Autre protagoniste, alors je dis autre parce que je sens que je vais perdre le fil entre le premier, le deuxième, le troisième. Donc autre protagoniste, les rythmes ultradiens. Alors un rythme ultradien, c'est un rythme qui apparaît plusieurs fois dans une période de 24 heures. Et on a un rythme par rapport au sommeil qui est un rythme de 90 minutes. Alors encore une fois, c'est pas 90 minutes pour tout le monde, hein. Certaines personnes ont des rythmes de sommeil. Statistiquement, ça va entre 1h10 et 1h40, avec une énorme moyenne autour de 90. Alors, ne me demandez pas pourquoi, quand on fait la moyenne entre 1h10 et 1h40, on arrive à 1h30, hein. C'est les joies de la statistique. C'est aussi pour cela que la RYA, lorsqu'elle préconise des temps de repos, elle va plutôt inviter les personnes à prendre des temps de repos qui vont durer plus de 90 minutes lorsque c'est possible, encore une fois, hein. Je ne vais pas revenir sur le détail du sommeil parce que j'ai fait une vidéo, alors je vous mettrai une fiche là pour que vous puissiez avoir le lien. J'ai fait une vidéo consacrée au sommeil, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Le cycle fait 1h30, 90 minutes. On a plusieurs phases de sommeil lent léger, sommeil profond, de sommeil paradoxal. Voilà. Les 90 minutes vont englober toutes les phases de sommeil. En tout cas, pour nous, en navigation, l'unité de base, ça va rester 90 minutes parce que lorsqu'on fait des temps de repos supérieurs à 90 minutes, on est certain d'avoir englobé la totalité d'un cycle de sommeil. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite incise. J'ai dit que je ne parlerai pas trop du sommeil, mais bon. Pendant le sommeil lent, léger, profond, c'est le corps qui récupère. Pendant le sommeil paradoxal, cette période qui dure à peu près 20 minutes hein, chez un humain, c'est le cerveau qui récupère. Le cerveau, pour récupérer, et le corps, pour récupérer, ont besoin de continuité. Donc lorsque tout ce qui va hacher, ça va limiter la récupération. Alors évidemment, les situations sont variées hein, lorsqu'on navigue, mais c'est un paramètre, lorsqu'on peut en tenir compte, c'est intéressant d'en tenir compte. Et on sait, nous, hein, sur un plan scientifique, que lorsque vous arrivez à aligner tous les rythmes, ben, à ce moment-là, on a un gain de vigilance énorme hein, qui va entre 35 et 45%. Lorsque je parle d'aligner les rythmes, hein, ce que j'entends, c'est arriver à aligner le rythme circadien, le rythme homéostatique et le rythme du bateau et de la vie sociale sur le bateau. L'écart, les activités, etc. Alors comment ça va se traduire sur nos bateaux en termes d'organisation d'écart? Par exemple, ça va être le fait de placer l'écart. Alors encore une fois, je prends 10 000 pincettes parce qu'il y a tout le temps le chipoteur qui va me dire « oui, mais là, oui, les configurations sont extrêmement multiples, variées, j'en ai bien conscience, mais à un moment donné, il faut bien poser des bases et des points de repère. » Donc ça veut dire placer les quarts les plus exigeants, par exemple des quarts où on va avoir des fortes zones de trafic, des quarts où on va avoir des changements techniques, par exemple des changements de voile, des réglages particuliers, au moment où on a nos pics de vigilance les plus élevés, entre 10h et 14h, entre 18 et 22h, lorsque c'est possible. Et surtout d'éviter les manipulations techniques exigeantes et qui nécessitent énormément de focus hein, et d'attention au moment où on a des pics de mélatonine entre 2h et 6h du matin, lorsque c'est possible. Deuxième traduction, ça va être de laisser des blocs de sommeil suffisants et cohérents. Alors,
Ce que l'on sait, c'est qu'on a besoin à minima d'avoir 6 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Idéalement, on va organiser nos cycles de sommeil sur des cycles qui font 90 minutes ou plus. Donc on essaie d'éviter, autant que faire se peut, encore une fois, de fractionner le sommeil. Pour permettre de réduire en fait la pression homéostatique de l'adénosine, de réinitialiser tout simplement, parce que quand on va dormir, on va réinitialiser le système lié à l'adénosine, donc de pression de sommeil, et surtout, avec des périodes de plus de 90 minutes, on va privilégier aussi des récupérations de sommeil profond et paradoxal. Troisième traduction, ça va être d'adapter ces repères lumineux, ces repères de repas, ces repères de routine à cette organisation. Comme on sait que la lumière blanche, la lumière bleue va favoriser la vigilance, ça on peut l'activer avant un quart où on a besoin de vigilance. Par contre, la lumière rouge, on va plutôt la privilégier sur ces temps de repos. Après, attention, parce que la lumière blanche, elle va limiter votre vision nocturne. Et on sait qu'il faut 20 minutes, une demi-heure pour adapter ses yeux à la vision nocturne. Mais par contre, il suffit d'un flash, d'un briquet qui s'allume pour détruire totalement la vision nocturne. Donc là aussi, à chacun de trouver le point d'équilibre. On sait par exemple qu'un repas avec des protéines et avec des oméga 3 vont avoir un impact favorable sur la vigilance. Donc là aussi, on peut prendre une collation avant de prendre son quart qui va aller dans ce sens. L'idée, c'est d'entraîner en fait nos horloges internes à rester en phase, à se synchroniser avec notre planning et pas d'aller générer de la désynchronisation. En résumé, aligner les rythmes, c'est faire en sorte que l'horaire de votre corps corresponde au mieux à l'horaire imposé par la navigation et par l'écart. Allez, pour compléter le tableau, je rajouterai 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que le roulis, le tangage, les vibrations du bateau, notre corps dépense énormément d'énergie, ne serait-ce que pour se stabiliser. Même assis, même couché, il dépense beaucoup d'énergie. Et ça, c'est invisible. Mais de façon imperceptible, c'est quand même un facteur qui accroît la fatigue. Juste un chiffre, en navigation, votre corps dépense plus 30% d'énergie au repos. Le second facteur, c'est la charge mentale. En mer, chaque décision va compter. La vigilance est permanente. Et même au repos, il y a toujours une partie du cerveau qui reste en alerte. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle la vigilance résiduelle. Cette vigilance résiduelle, elle épuise l'organisme. Bon, le sujet, c'est un sujet qui est passionnant. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne. Et il y a toujours des idées qui me viennent. Et là, en parlant de ça, je me souviens d'une méta-analyse faite par la Royal Yachting Association là, en 2024 qui établit un lien direct entre la régularité des horaires de quart et une baisse de 60% des erreurs de navigation. Donc moi, je vais pas vous dire, voilà, ce système c'est le mieux, il faut faire comme ça, si vous faites pas ça, vous avez rien compris. Je vais pas vous dire ça parce que il n'y a pas un bon système. Les systèmes sont multiples et puis surtout les systèmes vont dépendre du bateau, de l'équipage, du programme, des conditions météo. Enfin, voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que déjà on a besoin d'un système et on a besoin de se tenir à ce système, mais pas de s'arc-bouter sur le système. Donc on a besoin d'un système qui est cohérent, qui est toujours le même, mais adaptable à des situations, on va dire, exceptionnelles ou des situations extraordinaires. L'essentiel en une phrase. La chronobiologie, la mélatonine, entre 2h, 6h du matin, ça c'est l'endormissement. L'adénosine,
c'est l'hormone qui va s'accumuler avec le nombre d'heures de veille, c'est le signal de fatigue. On a des rythmes ultradiens de sommeil d'1h30, de 90 minutes, et on a besoin à minima, pour durer dans le temps, de 6 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Lorsque tous les rythmes sont alignés, donc les rythmes chronobiologiques, les rythmes de vie du bateau, on va avoir un gain de vigilance entre 35 et 45%, on va faire une moyenne à 40%. Partagez en commentaire la façon dont vous gérez vos quarts sur votre bateau, la façon dont vous gérez la fatigue ou la façon dont vous gérez les veilles, les erreurs fatales à éviter. Bon, là on va passer au cœur de notre sujet, l'organisation des quarts. Encore une fois, il n'existe pas de système parfait. On a besoin d'un système, il existe un système parfait pour vous, et en fonction des informations, des éléments dont vous allez disposer, sur votre connaissance des rythmes humains, des caractéristiques psychologiques, physiques, de la connaissance de votre bateau, de votre équipage, là vous allez créer ce système le plus adapté pour vous, et vous pouvez le créer en commençant par vous poser quelques questions. Combien de personnes sont présentes à bord? Quel est pour chacune d'entre elles son niveau d'expérience? Combien de temps va durer la traversée? Quelles sont les contraintes, les caractéristiques personnelles de chaque membre d'équipage? Vous voyez, déjà là, sur ces 4 questions-là, on a 80% de nos réponses. La première erreur, c'est d'avoir des quarts identiques pour tout le monde, ou une planification identique pour tout le monde. Pour ceux qui ont des ados ou des grands ados, on a bien remarqué que en termes de rythme, c'est un peu décalé par rapport à nous. C'est-à-dire que les ados, naturellement, biologiquement, vont s'endormir plus tard et surtout vont se réveiller plus tard. Alors que nous, en tant qu'adultes, on va avoir des zones de vigilance entre 10 et 14 et 18 et 22. Et là, on voit bien que l'horloge pour un ado est décalée. Lorsqu'on fait participer des enfants, alors attention, je ne suis pas en train de dire que les enfants font l'écart à la place des adultes, je dis absolument pas ça. Mais des fois, il y a des enfants qui veulent participer, qui veulent être avec nous, pas à notre place. Les enfants jeunes, eux, se lèvent plus tôt, se couchent plus tôt. Donc là aussi, leur période de vigilance ou d'attention, elle est décalée. On a des personnes qui sont du matin, des personnes qui sont du soir, des personnes qui à 21h30 commencent déjà à piquer du nez, d'autres qui à 4h du matin se réveillent, mais alors en pleine forme. Ça sont des éléments dont on va tenir compte également lorsqu'on va commencer à penser, planifier l'organisation des quarts. Et lorsqu'on veut forcer tout le monde, tous les membres d'équipage sur le même planning, en fait, certains d'entre eux vont être en décalage important avec leur rythme biologique, avec leurs horloges internes. Et le résultat, ça va être de la somnolence, ça va être des micro-sommeils, ça va être des erreurs de vigilance. Rappelez-vous, 74% des accidents graves surviennent en navigation longue, j'entends, surviennent pendant les phases de veille nocturne. L'erreur numéro 2, c'est le fait de ne pas avoir, alors ce qu'on appelle en anglais overlap, ça veut dire de temps de chevauchement. On devrait avoir entre 10 minutes et 15 minutes de temps de chevauchement entre le quart de la personne A et le quart de la personne B. Typiquement, je finis mon quart à 2h du matin, à 2h10, je suis dans ma couchette, et celui qui prend le quart après moi ou celle qui prend le quart après moi, à 2h pile, elle est dans le cockpit en train de regarder le plan d'eau. Donc là, on a 0 chevauchement et 0 transmission d'informations. Souvenez-vous de vos quarts, quand vous sortez de votre couchette, vous avez un temps d'adaptation, un temps pour vous connecter à la réalité du bateau. Quelle est sa position, quelle est la météo, d'où vient le vent, est-ce qu'il y a du trafic, pas de trafic, est-ce qu'il y a des dangers éventuels. On a un temps comme ça, ne serait-ce que d'adaptation. À la RYA, la Royal Yachting Association, on a un briefing de passage de quart.
Et ce briefing, il est plus que fortement recommandé. Et chez nous, il est obligatoire. Vous voyez, on est sur deux éléments différents. C'est-à-dire que celui qui prend le car va avoir un temps de connexion à la réalité du bateau, et celui qui quitte son car va transmettre à celui qui prend le car des informations, par exemple, sur l'état de la mer, l'état de la météo, les manœuvres qu'il a pu effectuer pendant son car. Est-ce qu'il a fait un changement de route? Est-ce que le trafic est chargé? Est-ce qu'il a été dense à un moment et puis maintenant c'est un peu plus calme? Il y a tout un tas d'informations qu'il est utile de transmettre à celui qui prend le car. On estime le temps de ce brief là entre 10 et 15 minutes. Alors vous voyez, c'est pas un brief qui va prendre 1 heure, hein, mais ça prend pas 30 secondes. Ce temps-là n'a pas qu'une valeur technique. Il a aussi une valeur humaine. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas tout seul. On n'est pas, je sors de ma couchette, il fait noir, je vais me mettre dans le cockpit, je suis tout seul. Non, il y a un humain qui est là, on peut parler, on peut échanger. S'il est sympa, il vous a préparé une petite boisson chaude. Voilà. En tout cas, il y a de l'échange, il y a des mots, il y a de la parole, il y a un peu de chaleur humaine qui permet de tenir le temps du car qui va venir. Si ça dure 3 heures, voilà, on part aussi humainement dans un état interne qui est un état interne soutenant au-delà de la vigilance. Erreur numéro 3, ça va être d'ignorer l'aspect nutritionnel lié au car. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ce qu'on va mettre dans notre organisme, ce qu'on va donner comme carburant et comme élément au corps. On se dit, tant que ça passe, c'est bon, hein. Or, ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, et notamment la caféine, va avoir un impact direct sur votre vigilance et sur votre récupération. Vous voyez, si on prend la caféine par exemple, la caféine, sa durée de vie, alors sa demi-vie, c'est 5 heures. Donc, c'est vrai que c'est assez long, hein, ça reste longtemps dans l'organisme. Si on prend un café à 20 heures, à 1 heure du matin, on a encore 50% de caféine. Le truc, c'est que si vous comptez que sur la caféine, vous risquez deux choses. Vous risquez de perturber votre sommeil quand vous avez besoin de vous endormir, ne pas réussir à vous endormir à 1 heure du matin parce que vous avez encore 50% de caféine. Et puis surtout, quand la caféine disparaît, vous risquez d'avoir un crash brutal de caféine et une arrivée massive d'envie de dormir, de grosse fatigue, parce que les récepteurs, comme la caféine, on en parlait tout à l'heure, bloquent les récepteurs à l'adénosine. Lorsqu'il y a plus de blocage, l'adénosine qui était là et qui ne pouvait plus se connecter à ces récepteurs va se connecter massivement aux récepteurs. Et là, vous allez avoir une envie de dormir, mais irrépressible. Bon, fort heureusement, on ne boit pas que du café. Ça va nous amener à l'hydratation, à l'eau. Alors, sur l'eau, sur l'hydratation, il y a quelque chose qui est incroyable. Une déshydratation de 1 à 2%, c'est une perte d'attention de 10 à 20%. C'est énorme, c'est énorme. Donc la recommandation, en tout cas celle que nous on a, c'est de boire une petite gorgée toutes les 20 minutes. Rappelez-vous, notre corps ne dispose pas de récepteurs indiquant la déshydratation. On a des récepteurs pour la faim, on n'en a pas pour la déshydratation. Lorsque vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Donc la précaution, c'est toutes les 20 minutes de prendre une petite gorgée ou toutes les heures de boire un verre d'eau, voilà, de boire avant d'avoir soif. Ça me fait penser à l'expression un bois sans soif, mais bon là pour le cas c'est justifié. Bien évidemment, je ne vous dis pas de boire 10 litres d'eau par tranche de 3 heures de quart, hein. On est sur une hydratation normale, hein. On ne va pas se surhydrater. D'autant plus que si vous avez envie après d'aller aux toilettes, allez aux toilettes. Parce qu'on a retrouvé un paquet de voileux, la braguette ouverte, passée par-dessus bord. Pour finir sur la partie alimentaire, ce qui soutient la vigilance, ça va être les protéines, ça va être les oméga 3,
Alors on est sur des repas légers, hein, pas des repas trop importants parce que là, pour le coup, on a ce qu'on appelle une période postprandiale, c'est-à-dire une période de digestion qui va amener de la somnolence, donc il ne faut pas être sur des gros repas. Et puis on va éviter tous les sucres à ce qu'on appelle index glycémique élevé, ce qu'on appelait avant des sucres rapides, qui eux, 1 heure et demie après leur ingestion, vont nécessairement induire une hypoglycémie réactive. Donc ça veut dire un coup de barre, une envie de dormir et puis surtout une envie de remanger du sucre juste après. L'erreur numéro 4, c'est l'absence de rotation des quarts. Ce que j'entends par là, c'est que laisser toujours la même personne au même quart, au même créneau, sans faire de rotation, de changement, ça va créer une forme de monotonie, ça va créer une routine qui va être négative. Alors ça, on le sait parce que on a beaucoup étudié l'impact de la monotonie sur le travail de nuit. Les personnes qui ont des métiers où ils travaillent de nuit, et on s'est aperçu que, effectivement, il y avait un impact négatif, il y avait une corrélation entre la monotonie et l'attention. Parce que lorsqu'on fait toujours la même tâche, toujours de la même manière, toujours dans la même position, en fait, on va créer une habitude. Et le cerveau, lui, va sortir du mode veille active pour entrer sur un mode automatique. Ce qui se passe lorsque le cerveau est en mode automatique, on a une baisse très forte de la vigilance, on a une augmentation du risque d'erreur, on va également avoir une augmentation des phases de micro-sommeil, et puis un ralentissement au niveau des réactions. Et les résultats qu'on a sur les recherches sur le travail de nuit montrent que cette baisse de vigilance va de 20 à 25%, ce qui est énorme. Ça veut dire un quart de baisse de vigilance lorsqu'on est confronté à des tâches qui sont routinières ou répétitives, et lorsque ça, c'est associé à de la fatigue. Et pour nous, en navigation, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par exemple, une baisse de réactivité face au changement. Changement de vent, changement de mer, changement au niveau de l'AIS. Ça va se traduire par une moindre attention aux détails. Réglage des voiles, détails sur le plan d'eau. Et ça va se traduire par une probabilité accrue de ne pas remarquer un danger. Alors quelles sont les solutions? La solution, une des solutions, ça va être par exemple de faire tourner les quarts. C'est-à-dire que personne ne reste bloqué sur le même quart pendant toute la traversée. Donc on va changer les créneaux toutes les 24 heures, les 48 heures, en fonction du nombre d'équipiers, en fonction de la durée de la traversée. On va aussi s'organiser pour faire tourner jour-nuit, que la même personne ne se retrouve pas, par le jeu des rotations, à toujours être sur les quarts de nuit, par exemple. Et puis, on va s'organiser, s'arranger pour varier aussi les tâches à l'intérieur du quart, pour maintenir l'attention en éveil. Erreur numéro 5, c'est le fait de négliger la partie psy. Alors, ce que j'entends par là, c'est pas de transformer le bateau en lieu de psychothérapie. Ce que j'entends par là, c'est le fait de ne pas tenir compte de la charge mentale, du stress, de l'anxiété ou de la fatigue émotionnelle vécue par la personne qui fait le quart. C'est ce que j'entends par ne pas tenir compte des éléments, des facteurs psy. C'est également le fait de ne pas utiliser des techniques qui permettent justement de réguler ces charges émotionnelles ou ce stress. Et c'est une erreur parce que la fatigue physique, elle se voit. Mais la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle, elle reste invisible. Quelqu'un qui en fait, lorsqu'il est tout seul dans le cockpit, n'est pas rassuré, il ne le dit pas, mais ça consomme beaucoup d'énergie pour lui. Et tout ce stress, toute cette anxiété, tout cet épuisement émotionnel qui n'est pas parlé, qui n'est pas dit, lui, par contre, a une traduction très nette au niveau de l'organisme, c'est une augmentation très forte du taux de cortisol.
Le cortisol, c'est l'hormone du stress, hein, avec l'adrénaline. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce petit jeu-là, hormonal, neurotransmetteurs, adrénaline, acétylcholine, cortisol, DHEA, ça a un impact au niveau direct, au niveau par exemple de la prise de décision, au niveau de nos capacités de mémorisation, de remémorisation, d'efficience cognitive. Ça a un impact également en termes de régénération du corps par le biais de la DHEA qui est inhibée par le cortisol. Ça veut dire que non seulement on a un épuisement psychique, on a une incapacité à prendre des décisions, on a également une accélération de la fatigue physique. Ce qui veut dire que pour nous, sur nos bateaux, on a intérêt à apprendre ou à transmettre à nos équipiers des techniques de gestion du stress ou de récupération physique. Des techniques de gestion du stress, alors aux États-Unis, en technique de respiration, ils utilisent beaucoup le 4-7-8. Donc je fais une inspiration sur 4 temps, une rétention sur 7 temps et une expiration sur 8 temps. Alors, on est plus ou moins versé sur ces pratiques, on va dire, psychocorporelles. N'empêche que quand vous inspirez sur 4 temps, vous stimulez votre système sympathique, c'est-à-dire votre système de vigilance. Quand vous expirez sur 8 ans, vous stimulez votre système parasympathique, le système de la récupération et de la décharge émotionnelle, de la neutralisation, de la neutralité émotionnelle. En inspirant sur 8 ans, on expire 2 fois plus que ce qu'on inspire, donc l'organisme physiologiquement va se détendre. Et le temps de rétention de 7 temps, lui, va modifier au niveau des échanges gazeux le taux de gaz carbonique expiré. Donc ça veut dire que ça va augmenter votre vigilance. Donc le 4, 7, 8, il a un impact relativement simple. Il va à la fois vous détendre et augmenter votre vigilance. Alors cette technique, elle fonctionne très bien, hein. C'est celle qu'on utilise, que les instructeurs utilisent au niveau des Navy Seals ou des forces militaires aux États-Unis. Moi de mon côté, au niveau psy, gestion du stress, quand je travaille avec la sécurité civile, l'armée, la gendarmerie, en tout cas les pompiers ou des forces d'intervention, j'utilise d'autres techniques de respiration, mais les deux techniques différentes fonctionnent très très bien. Un autre point, ça va être apprendre à se détendre musculairement. Et là, on peut avoir besoin d'utiliser des techniques simples de relaxation. Si je devais résumer les 5 erreurs fatales, je dirais que la première, c'est le fait d'avoir le même quart pour tout le monde. Ensuite, le fait de ne pas avoir de temps de chevauchement. Le fait de négliger les aspects nutritionnels, que ce soit alimentaires ou en termes d'hydratation. Le fait de ne pas avoir de rotation. Et puis de négliger les facteurs psy. Partagez en commentaire vos expériences, vos stratégies concernant la veille, concernant l'organisation des quarts. Le système de quarts sur Ikigai, notre organisation familiale en grande croisière. Alors maintenant, je vais partager avec vous une version de système de quarts. C'est notre version, elle nous est adaptée. Elle est prévue pour 4 personnes. Et puis surtout, elle est parfaitement alignée avec ce qu'on a vu nous sur les éléments de chronobiologie et notamment le pic de mélatonine entre 2h du matin et 6h du matin. Depuis le début de cette vidéo, on a vu quand même beaucoup de choses. Lorsque moi je dois penser un système de quarts, j'essaie de coller à un certain nombre de paramètres d'exigence. Le premier paramètre, c'est que j'essaie de minimiser autant que faire se peut le nombre de quarts où on a 2 personnes ensemble en veille. Le second paramètre, j'essaie de maximiser les temps de récupération. L'idée, c'est de garder une veille permanente de qualité. En navigation longue, on a toujours le cœur de notre système, c'est le moment critique où il y a un pic de mélatonine entre 2h et 6h du matin. Donc là, j'ai 2 options possibles. Après, vous pourrez vous organiser aussi en fonction de ce qui vous semble OK pour vous. On part sur des quarts de 3 heures. Alors vous verrez, il y a une petite subtilité à un moment donné, mais bon, globalement, on est sur des quarts de 3 heures. Et on prend l'option
le quart le plus critique de 2 heures à 6 heures, on le fait à 2. Donc l'idée, ça va être le premier quart de 20 heures à 23 heures, adulte 1. De 23 à 2 heures du matin, adulte 2. De 2 heures du matin à 6 heures du matin, adulte 3 et 4. De 6 heures à 9 heures, adulte 1. De 9 heures à midi, adulte 2. De midi à 15 heures, adulte 3. Et de 15 heures à 18 heures, adulte 4. De 18 à 20, là ce quart ne fait que 2 heures, forcément, parce que l'autre a fait 4 heures, de 2 heures à 6 heures. Ne fait que 2 heures, c'est l'adulte 1. Ce qui fait qu'on a bien notre rotation, parce que du coup, de 20 heures à 23 heures, on n'a plus l'adulte 1 comme la nuit précédente, le jour précédent, on a l'adulte 2. Et petit à petit, on va faire tourner l'ensemble des quarts. Voilà. Là, l'idée, c'est de se dire, comme de 2 à 6, c'est critique, il vaut mieux être 2. En dehors de sa période de quart de 3 heures, la personne est totalement libre, soit de dormir pour récupérer, soit de participer à la vie du bateau, soit d'échanger avec d'autres ou de faire une récupération passive en lisant, etc. Donc on n'est pas uniquement sur un mode on-off, je veille, je dors. Il y a toute la vie du bateau qui s'organise autour. Option numéro 2, le quart de 2 heures à 6 heures du matin est coupé en deux et fait en solo. Si vous préférez garder un système 100% solo, une organisation 100% solo, ou bien si vous préférez maximiser les temps de repos, vous pouvez diviser en deux la période de 2 heures à 6 heures. Alors on garde la même répartition qu'avant, sauf que de 2 heures à 4 heures, on a l'adulte 3, et de 4 heures à 6 heures, on a l'adulte 4. Ce découpage permet en premier lieu de n'avoir qu'une seule personne en veille à chaque fois. Ça permet également de diviser la durée du quart critique, de la période critique là, des 6 heures, 2 heures du matin, 6 heures du matin, en ne faisant que des quarts courts de 2 heures à chaque fois, pour chaque équipier. Et puis ça permet aussi de dégager au moins 6 heures de sommeil sur nos tranches de 24 heures. Alors cette façon de faire, elle est particulièrement intéressante quand la mer est calme, quand il n'y a pas beaucoup de trafic ou lorsqu'on est loin des côtes, parce qu'elle maximise en fait la récupération, l'aspect récupération, tout en gardant une veille de qualité continue. Avec ces systèmes, on a deux options. Soit vous dites, je sécurise la fenêtre de 2 heures du matin à 6 heures du matin, qui est une fenêtre critique, en mettant 2 personnes, 2 équipiers. Soit je maximise l'aspect récupération en ne mettant qu'un seul équipier, mais sur des fenêtres de 2 heures. Ensuite, chacun va adapter le système à sa configuration, à ses contraintes. Là, c'est un exemple de système, celui qui nous convient bien. Et ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est que la période la plus fragile, c'est la période de 2 heures du matin à 6 heures du matin, et qu'il faut une organisation qui permette à chaque équipier de récupérer au moins 6 heures en bloc continu sur des tranches de 24 heures, tout en maintenant une veille constante de qualité, une veille auditive, visuelle de qualité, 24 heures sur 24. Et je sais, parce qu'on en discute beaucoup entre bateaux copains, l'organisation des quarts, c'est un gros sujet. Elle est variée, elle dépend aussi des personnalités sur le bateau, de leurs caractéristiques personnelles, des zones de navigation, etc. Donc les commentaires qui nous intéressent, quand vous laissez un commentaire, ce sont des commentaires sur ce qui peut aider la communauté. Un commentaire du type oui, on s'en fout de tout ça, nous on fait 4 heures et puis point barre, ou alors ma méthode c'est la bonne, les autres vous avez rien compris. Bon, on voit bien que ça enrichit pas en fait au niveau de la réflexion. Nous, l'objet de la vidéo, c'est que chacun puisse, sur la base des informations qu'on peut transmettre, et moi je n'ai pas la science infuse, je connais pas toutes les informations non plus. Ce que je sais, je le transmets,
je le transmets pour que vous puissiez être sur vos bateaux indépendants, autonomes et en responsabilité quant aux prises de décision, aux organisations que vous mettez en place, parce que ça va impacter les membres d'équipage, la sécurité et puis la pérennité du voyage également. En réalité, vous n'avez qu'un seul impératif. Et cet impératif, il est réglementaire. C'est-à-dire une veille visuelle, auditive, H24. Et c'est aussi pour cela que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou Mes mouillages de rêve. Ces ouvrages ont été conçus comme des outils pour vous permettre de préparer, anticiper, sécuriser vos navigations en famille ou entre amis. Ces livres sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site internet ikigai-voyage.com. Les outils concrets, optimiser chaque quart pour plus de sécurité et de bien-être. Bienvenue dans la partie pratique, celle qui transforme la théorie en action. Optimiser un quart, c'est pas simplement être plus vigilant. Optimiser un quart, c'est adopter une routine, affiner une routine, personnaliser une routine. On peut décliner un quart en avant, pendant, après. La routine qu'on peut mettre en place avant, après chacun va l'adapter, mais voilà, l'idée c'est déjà de commencer par s'hydrater, manger un peu de protéines ou des sucres à index glycémique bas, globalement des féculents, pas des sucres rapides. On va également s'étirer un petit peu pour réveiller le corps, parce que si on sort de sommeil, c'est bien que le corps soit un peu mis en alerte. Et puis on va consulter, on va se mettre à jour. On va consulter la météo, les différentes alertes qu'il y a pu avoir, la route, etc. On va effectuer l'overlap, c'est-à-dire le chevauchement, la transmission d'informations. Et puis on va vérifier son matériel. Lampe frontale, le gilet de sauvetage, le harnais, voilà, tout le matériel dont on peut avoir besoin pour après prendre son quart. Donc ça, c'est vraiment une routine, une habitude. Pour les gens qui sont plongeurs, on a des routines comme ça de vérification du matériel. On a bien le détendeur, on a bien ça. Là, c'est un peu le même état d'esprit. Parce que la routine fait que le jour où il va manquer quelque chose, on va s'en apercevoir tout de suite. Pendant l'écart maintenant, alors quelles sont les routines qu'on peut imaginer? Après, encore une fois, libre à chacun d'adapter. Là, c'est un exemple. Toutes les 10 minutes, moi je fais un tour d'horizon, je fais un scan à 360, visuel, auditif, ou alors au niveau des instruments. Après, je continue à m'hydrater quand même. Je bois un petit peu d'eau très très régulièrement. Alors je bois pas de jus de fruits parce que c'est des sucres rapides et puis j'ai pas envie d'avoir une hypoglycémie réactive. Donc moi je bois de l'eau. Ensuite, si j'ai des choses à noter sur le journal de bord, je le fais immédiatement. J'attends pas, je me dis pas je le ferai tout à l'heure, je le ferai à la fin du quart. Je le fais immédiatement. Tout ça, ça occupe aussi le quart, ça maintient également de la vigilance, ça maintient de l'éveil. Après, toutes les heures, je vais m'accorder de défocaliser pendant 30 secondes, 1 minute. Je lâche le focus pour pas être tout le temps en alerte. Et le dernier point, ça va être que très régulièrement, toutes les demi-heures, je m'interroge sur ma fatigue. Je me dis, bon là, est-ce que tu es encore à 100%? Si c'est oui, tant mieux, je continue. Et si je vois que vraiment j'ai un coup de barre, là, il ne faut pas hésiter à alerter un équipier. Si vous devez alerter un équipier, évitez d'alerter celui qui... je souris, mais d'alerter celui qui vient juste de se coucher. Alerter celui qui n'est pas, qui n'a pas été en quart depuis un certain temps. C'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre sur votre plan d'organisation des quarts.
Hein, on a équipier 1 de telle heure à telle heure, équipier 2 de telle heure à telle heure. Et puis, on peut mentionner sur la boucle quel est l'équipier qui est en stand-by. C'est aussi une possibilité. Alors, lorsque vous allez vous interroger sur votre fatigue, c'est pas juste je suis fatigué, oui, non. On va essayer d'observer des choses. Par exemple, les bâillements répétés. Si vous bâillez de manière répétée, là, vous savez que la fatigue, elle commence à s'installer. Un autre élément, c'est par exemple la difficulté qu'on peut avoir à focaliser. Ça aussi, c'est un indicateur. Autre indicateur, une irritabilité inhabituelle. Autre indicateur, des erreurs dans la lecture des instruments. Ça, c'est fréquent. Dernier point d'observation, ça peut être un ralentissement dans les réflexes. Donc, vous voyez, on peut avoir un ou plusieurs de ces paramètres qui viennent ensemble. Donc, à partir de là, il faut prendre des décisions. Alors, la première décision, si vraiment c'est massif et que vous sentez que ça peut atteindre la sécurité finalement du bateau, de la navigation des équipiers, c'est qu'il faut alerter un équipier. À ce moment-là, vous pouvez aussi prendre l'option de passer en double veille, c'est-à-dire 2 personnes dans le cockpit. Vous pouvez décider, par exemple, de réduire la voilure ou de prendre un cap où le bateau sera un petit peu plus tolérant aux erreurs qu'on peut faire dues à la fatigue. On peut aussi imaginer basculer sur un système plus court. Dire là moi je tiens plus, on va faire là pour les 2 prochains quarts 1 heure ou 2 heures plutôt que 3 heures. C'est aussi une option. Hein. Encore une fois, on a notre matrice, mais parfois il y a des situations exceptionnelles qu'il faut être en mesure de gérer. Donc il ne faut pas être arc-bouté sur on a décidé ça, on se tient à ça. Et puis on peut noter sur le journal de bord ou sur le journal de quart, cet élément-là peut être noté parce que ça peut faire l'objet d'une réflexion après sur une réorganisation peut-être des quarts, soit en termes de durée, soit en termes de période de vigilance. Je vais être clair, hein, la fatigue en mer, c'est pas une faiblesse, hein, c'est une donnée physiologique. Alors, c'est de la responsabilité de chacun d'en tenir compte. Ignorer cette information, c'est une prise de risque. Après le quart. Alors, votre quart est terminé, ne passez pas directement au sommeil. Prenez un moment pour faire la transmission. Le chevauchement, l'overlap, on l'appelle comme on veut. En tout cas, c'est de transmettre les informations importantes en termes de météo, cap, décisions prises pendant le quart, etc. à la personne qui va venir vous remplacer. Le deuxième point, c'est prenez quand même 5 minutes pour sortir des écrans. Hein, ces écrans très lumineux, 5 minutes pour faire un peu de respiration, 5 minutes parfois pour faire quelques étirements, parce que quand on a passé 3 heures dans le cockpit, ou alors que la mer était un peu agitée, on a quand même besoin de s'étirer un petit peu avant de se mettre au lit. Certains vont préparer le sommeil, ont besoin de mettre un masque sur les yeux, d'autres ont besoin de mettre des bouchons d'oreilles. Alors, on peut me dire, oui, mais si on doit appeler quelqu'un qui a les bouchons d'oreille, on l'entend pas, c'est vrai. Mais il y a des personnes, le bruit de l'eau sur la coque qui tape, etc., ça les empêche de dormir. Donc, entre 2 mots, on va choisir le moindre. Et puis, pensez aussi à vous hydrater avant de vous recoucher. Cette routine de sortie de quart, elle est tout aussi importante que la routine pour entrer dans le quart. Parce que en fait, elle va habituer votre cerveau à se déconnecter, à sortir de l'état de vigilance pour entrer sur un mode de récupération. Voilà. Rappelez-vous, tout ce qui est automatisé par des routines, ça permet d'économiser énormément d'énergie au corps. Ça permet aussi d'être effectué par définition de manière automatique lorsqu'on est fatigué, lorsque on est sûr que
la routine va se faire. Et voilà, maintenant vous savez organiser, créer vos systèmes de cars, optimiser vos cars. Vous avez toutes les informations au niveau scientifique, hein, en chronobiologie de la mer. Vous connaissez les erreurs, hein, qui nous mettent dedans, hein, lorsque on est en traversée longue durée. Vous connaissez notre système, celui que nous utilisons sur Ikigai, et vous avez la liberté d'adapter, de vous servir de ce système comme d'un exemple ou comme d'une inspiration. C'est à vous de voir. Et puis vous connaissez ou en tout cas vous avez ce qu'il vous faut pour créer vos propres routines avant, pendant, après le car. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite de passer de belles navigations et de profiter de ces navigations longues en famille ou entre amis. Pensez à télécharger le document PDF, hein, qui fait la synthèse de cette vidéo. C'est le moment de l'exploiter. Si le sujet de cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur le même thème. Cette vidéo fait partie d'une playlist, la playlist Transat et Grande Croisière. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle était utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.